Bienvenue à tous dans Moment Fort et bonjour Christophe Scaff. Bonjour. Tu es donc élu municipal, les Républicains de l'Haÿ-les-Roses, un de ces jeunes décrits comme prometteur à LR. Dans l'actualité donc, de cette première semaine de mai 2023, commençons par cette une de l'hebdomadaire italien Panorama qui titre « Une Italie sans Italiens ». Elle illustre ce titre avec une carte de l'Italie représentée avec des personnes d'origine immigrée sur cette carte. Cette une a fait vivement réagir. Est-ce que la une vous étonne et est-ce que les réactions vous étonnent ? Alors tout d'abord, oui, la une m'étonne parce que je ne vois aucun média en France mettre ça en une de son journal, tellement c'est une une qui est agressive, qui est offensive et qui est profondément révoltante, dans le sens où aujourd'hui, il n'y aura pas d'Italie sans Italiens, il n'y aura pas de France sans Français, et cette une, mine de rien, elle met en avant, elle met en lumière des personnes donc, qui sont issues de l'immigration, et elle vise à les mettre sur un second plan, sur un plan qui n'est pas celui que je partage. Personnellement, je suis issu de l'immigration et je me sens parfaitement français. Je suis contre les Français de seconde zone, je suis contre les Italiens de seconde zone. Et à partir du moment où on obtient la nationalité italienne ou française, on est français à 100%, avec tout ce que ça implique comme devoir. Et c'est des devoirs parfois, voilà, qui peuvent ne pas forcément être remplis par tous les Français. On va dire des fois des Français qui ont la nationalité, mais qui eux-mêmes ne se sentent pas forcément français. Ça existe. Exactement, vous avez raison. Et là-dessus, on a tous collectivement un gros travail à faire. Les politiques, évidemment, les médias aussi. Et il y a aussi un jeu dans la conscience collective, c'est-à-dire que les personnes donc, d'origine étrangère doivent savoir parfaitement parler le français, doivent s'accoutumer aux différentes traditions de la France, doivent faire aussi un pas pour devenir plus français que les Français. Moi, en tout cas, c'est un pas que j'ai fait. Je suis arrivé, j'ai vécu au Liban pendant un certain temps, pendant plus de 10 ans. Et, de votre naissance à vos 10 ans, c'est ça ? Non, il y a eu une interruption. Ah, il y a eu une interruption. Il y a eu une interruption. Et en revenant en France, j'avais quand même perdu beaucoup de mon français. Et je me suis mis dans un tunnel pendant 1 an ou 2 pour réapprendre le français, pour pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant vous et pour pouvoir prendre l'ascenseur social qui permet à une personne d'origine étrangère de pouvoir gravir tous les échelons et réussir dans la société française. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une question qui se pose souvent. Est-ce que les personnes d'origine étrangère ont moins de chances que les, entre guillemets, Français de souche dans la société française pour pouvoir avoir de bons postes, pour réussir, on va dire, professionnellement, socialement ? Alors non. Les personnes d'origine étrangère ont toutes les chances du monde de réussir en France. La France est un incroyable pays. Je tiens à le dire parce qu'aujourd'hui on peut tous être critiques de la France, peu importe de quel bord on vienne. Quand on se remet en arrière et qu'on regarde les campagnes présidentielles, mine de rien, chaque candidat, aussi patriote soit-il, a quand même émis des critiques envers l'État, envers la France, ou en tout cas envers son mode de gouvernance. Et les immigrés aujourd'hui, pour revenir à votre question, ont toutes les chances du monde de réussir dans la société. Encore faut-il le vouloir, et encore faut-il vouloir être français et faire communauté. Et de ce point de vue-là, il y a un travail à faire du point de vue personnes issues de l'immigration, et il y a un travail à faire du point de vue français et accueil de ces personnes-là. Mais la France en tant que telle, l'État, les institutions mettent tout en place, notamment dans les banlieues, pour pouvoir faire en sorte que toutes ces personnes-là fassent communauté et réussissent dans la vie. Très bien. Passons donc à la deuxième actualité d'aujourd'hui. Dans le Nord, un homme a été reconnu hier coupable de viol sur une fillette de 3 ans. C'était il y a quelques années que se sont déroulés les faits. Le jeune homme avait 18 ans. À votre avis, il a eu quelle peine ? De la prison ? Avec sursis. 5 ans de prison avec sursis seulement. Et donc, il ressort aujourd'hui libre. C'est quand même, ça peut paraître un peu, on va dire, un peu fou, mais non, c'est bien la vérité. À l'époque,
pendant l'enquête, il avait dit avoir voulu essayer, entre guillemets, et donc l'altération du discernement a été retenue. Est-ce que c'est pas un exemple parfait du laxisme parfois de notre justice ? La justice, elle est parfaitement laxiste et elle est parfaitement politisée. Moi, je le regrette parce que, pour avoir fait un peu de droit dans mon parcours scolaire, j'ai étudié le fait que la justice devait être parfaitement indépendante, que la justice devait être parfaitement juste. Et souvent, quand on regarde les différentes actualités, il y en a eu récemment sur les Black Blocs, et le fait que 97% des personnes interpellées qui frappent des flics, qui brûlent des flics, qui jettent des marteaux sur des flics, qui jettent des pavés, sont relâchés et en fait s'en sortent avec des procédures que je ne comprends pas. Moi si un jour dans ma vie j'avais eu l'idée de ne serait-ce que d'insulter un policier, je pense que j'aurais accepté toutes les peines du monde, dans le sens où les forces de l'ordre aujourd'hui, on doit les respecter. Et pour revenir à votre actualité, effectivement, c'est scandaleux. 5 ans de sursis, donc il ne mettra pas un jour dans sa vie un pied en prison, sauf à ce qu'il recommette un... Et même s'il recommet un délit, c'est pas obligatoire que ces 5 ans de sursis soient réellement, on va dire, réintroduits à sa nouvelle peine. C'est ça aussi qui parfois peut poser question. Mais ce laxisme de la justice, on va dire, on a parlé des Black Blocs, c'est vrai, voilà, c'était aussi une des actualités, mais que j'ai déjà pas mal évoqué cette semaine. Pourquoi ce laxisme judiciaire ? Ça paraît une question de bon sens, on va dire. C'est des faits qui, là, en l'occurrence, c'est un viol, c'est quelque chose de très grave. L'homme sort libre parce qu'il a dit qu'il avait voulu essayer, voilà, à 18 ans. Enfin, ça paraît délirant. Pourquoi ? C'est tout à fait délirant et je ne saurais l'expliquer. La justice doit juger en droit. Rien n'excuse le fait que la justice ait pris cette décision, mais encore une fois, la justice, de temps en temps, rend souvent des décisions que je ne comprends pas à titre personnel. Encore une fois, moi, j'ai évoqué les Black Blocs. Là, c'est une affaire malheureuse, donc d'un viol dans le Nord. Mais il y a tellement d'affaires auxquelles on peut penser là tous les deux sur les quelques dernières années. Il y en a énormément, c'est ça. Où on n'a pas compris la justice, où la justice a fait preuve de laxisme, mais je ne sais pas c'est dû à quoi, parce qu'aujourd'hui on peut se dire qu'avec l'arrivée de Gérald Darmanin au gouvernement... Un ancien de chez vous, en plus. Un ancien LR, tout à fait. Ça a permis quand même de renforcer la jambe régalienne d'un gouvernement qui ne l'était pas particulièrement jusqu'ici. Sauf que l'intérieur et la justice doivent travailler ensemble. Quand l'intérieur est dur, qu'on arrive à mettre des moyens supplémentaires sur la police, sur la sécurité, c'est très bien. Mais si la justice ne suit pas, malheureusement, ça ne va pas le faire. Et on se rappelle, pour clôturer ça, d'Éric Dupond-Moretti, qui avait été applaudi en arrivant pour visiter une prison. Près de chez moi, à Fresnes. Ah oui ? Ah bah, en plus. Une autre actualité, la deuxième demande de référendum d'initiative partagée déposée pour contrer la réforme des retraites a été refusée par le Conseil constitutionnel. La demande ne porterait pas sur une réforme relative à la politique économique et sociale. Bon, déjà ça paraît... On se demande alors sur quoi elle porte, si c'est pas sur l'économie et le social. De toute manière, une loi votée depuis moins d'1 an ne peut pas faire l'objet d'un référendum d'initiative partagée. Alors qu'on imagine quand même que c'est justement l'objectif d'un référendum que de pouvoir stopper une loi au moment où elle est votée et pas des années après. Cet outil démocratique que Nicolas Sarkozy, donc à l'époque à l'UMP devenu LR, il a mis en place dans une réforme constitutionnelle de 2008. Est-ce que ce référendum, il est fait au final pour ne jamais être utilisé ? C'est en tout cas le ressenti que peuvent avoir certains Français. Tout d'abord, moi je pense qu'on a besoin de recourir au référendum et le plus possible. Typiquement, on a un sujet qu'on ne partage pas avec Emmanuel Macron, c'est le fait qu'on doit drastiquement limiter l'immigration aujourd'hui, ou du moins la contrôler, mettre des seuils en place. Et à la fois sur les retraites qui ont mine de rien divisé beaucoup la société, on a vu des manifestations qui continuent à perdurer. Et cette réforme, elle a été... Je ne sais pas si la réforme sur les retraites particulièrement était nécessaire. En revanche, les référendums
en général, sont nécessaires parce qu'il nous faut une respiration démocratique. Aujourd'hui, avec les nombreuses crises sociales que traverse la France, on peut s'interroger sur la confiance des Français en leurs institutions, en leurs élus. Encore une fois, personnellement, moi, je suis profondément démocrate. Je crois en la démocratie. On a élu des députés, on a élu des législateurs, des maires, des élus partout en France. Et il faut qu'on puisse donner envie aux gens de se réintéresser à la politique. Et je pense que le référendum est un excellent outil. Je regrette qu'il n'ait pas été accepté pour des raisons que vous évoquez, mais en tout cas, le Conseil constitutionnel, comme la justice, est un peu politisé, vu qu'il est quasiment constitué que d'anciens politiques. Et c'est vrai que dans cette question de référendum, on se dit, voilà, vous qui êtes à LR, dites que voilà, vous voulez utiliser davantage de référendum. LR a été au pouvoir, cette réforme constitutionnelle a même été voulue par quelqu'un qui venait des LR. Pourquoi les gens devraient vous croire ? Les LR, déjà, ont profondément changé. Je pense que personne ne peut ignorer les précédentes campagnes présidentielles, le renouvellement des visages chez LR. Moi, je fais donc des médias depuis très peu de temps. Et aujourd'hui, par exemple, on a un certain Aurélien Pradier qui lui-même parlait de respiration démocratique, qui lui-même parlait d'un besoin de référendum aujourd'hui en France. Le parti a changé, il est en train de se reconstruire, on part de très loin. Et on a besoin donc de nouveaux visages, de nouvelles idées, on a besoin de respirer, d'ouvrir les portes et les fenêtres de ce parti. Et typiquement, une réforme qui passerait par un référendum serait une excellente idée. Et est-ce que l'élection d'Éric Ciotti à la tête du parti Les Républicains participe à ce changement ? Oui, elle participe à ce changement. Écoutez, on a sur les 2 dernières présidentielles, on avait donc un système qui s'appelait donc la primaire, qu'on a repris à la gauche et qui ne convenait pas à la droite, où on a justement un peu le sens du chef. En tout cas, qui n'a pas trop mené à la victoire. Qui n'a pas mené à la victoire. Et pourtant, les 2 programmes de François Fillon, de Valérie Pécresse étaient excellents. Ceci dit, on a clairement besoin de neuf. Et sans qu'Éric Ciotti soit un nouveau visage du parti, Éric Ciotti a envie de changer le parti, a envie de travailler pour rassembler plus largement les Français, pour faire revenir certains électeurs qui étaient partis vers les LR. Je l'ai trouvé parfaitement cohérent sur la réforme des retraites, et c'est à mettre à son actif. Je trouve cohérent sur sa jambe régalienne, et c'est à mettre à son actif. Maintenant, il faut changer, et il faut aussi avoir conscience que LR, c'est tellement de nouveaux visages, et tellement de jeunes maires, tellement de jeunes élus, un peu partout, qui ont envie de reparler à la France qui se lève tôt, à la France populaire, à la France qui a envie d'être entendue, à la France, aux Français de s'en mêler, dont on parlait tout à l'heure. Et voilà. Ensuite, une autre actualité par rapport au drapeau européen. Oui. Les députés de la majorité macroniste veulent rendre obligatoire la présence du drapeau européen sur les façades des mairies. Vous qui voulez rester dans l'Union européenne, qui êtes même plutôt européiste quand même à LR, cela vous paraît une bonne idée ? Moi, je suis plutôt européen, pas européiste. Il faut pas non plus négliger le fait que certaines choses dans l'Union européenne, les 2 dernières affiches qui ont été affichées au Parlement européen, je souscris aucunement à ces 2 affiches. Je ne comprends pas le message qui est envoyé à travers elles. Mais ceci dit, quand vous parlez aux agriculteurs aujourd'hui, ils vous disent on a besoin de l'Europe. Moi, je ne comprends pas particulièrement le besoin de mettre le drapeau européen partout sur les mairies. C'est pas un drapeau étranger. La France est dans l'Union européenne, elle est pleinement dans l'Union européenne, mais c'est pas une priorité. On parlait de réforme des retraites. Hier, j'ai eu l'occasion de débattre chez un média ami qui s'appelle Le Crayon avec le ministre des Solidarités. On a parlé du bien vieillir, du grand âge, de la petite enfance. Enfin, tellement de chantiers qui sont amplement plus importants que le fait de mettre des drapeaux européens devant une mairie. C'est vrai que des fois, ce drapeau européen questionne. Hier, je recevais donc le député Rassemblement National, Julien Audoul, qui me disait que l'Union européenne n'était pas un pays, qu'à ce titre, le fait d'avoir un drapeau n'était même pas justifié, et que, encore plus, ça ne justifiait pas de le mettre sur une mairie. Est-ce que vous avez ce même rapport-là à l'Union européenne que Julien Audoul ? Non, pas du tout.
Pas du tout. Je vous dis, c'est pas du tout une priorité. Aujourd'hui, les crises sociales, le pouvoir d'achat, on a parlé du pouvoir d'achat, de l'immigration, du bien vieillir en France aujourd'hui. L'intelligence artificielle, enfin, tellement de chantiers à travailler, tellement de choses à faire avant de décider, avant de saturer des services. On se concentre parfois sur des broutilles. Je ne comprends pas le message. Encore une fois, je ne vois pas où ça mène, mais je ne trouve pas ça injustifié non plus. Ok, très bien. Ensuite, Nabila et Koé ont largement salué le sentiment de sécurité qui régnait à Dubaï pour Nabila et au Maroc pour Koé. On ne peut évidemment s'empêcher de voir un peu un parallèle implicite avec la France, qui serait donc perçue comme un pays avec de plus en plus d'insécurité. Pourquoi nos gouvernements successifs n'ont pas su et ne savent pas rétablir l'ordre et la sécurité comme d'autres pays savent le faire? Nos gouvernements successifs ont essayé, ils essayent, il y a toujours de grandes promesses pendant les campagnes, et après, on a la pratique, et on se rend compte que la pratique est souvent contraire à la théorie. Moi, je pense que le gouvernement d'Emmanuel Macron essaye via Gérald Darmanin, de faire des choses. Essaye d'augmenter le nombre de places en prison, ce qui fait qu'une personne, plutôt que que d'avoir un bracelet électronique, elle serait donc en prison, que les peines minimales soient appliquées, que des policiers soient recrutés. Ceci dit, le problème subsiste. Évidemment qu'il y a de l'insécurité en France, pas partout, heureusement. Et là, les mairies, les régions participent massivement au financement de caméras de vidéoprotection. Il y a certaines mairies qui ont recours, c'est le cas chez moi à l'Haye-les-Roses, à la vidéoverbalisation. Ça se passe comment d'ailleurs à l'Haye-les-Roses au niveau de l'insécurité ou de la sécurité? C'est parfaitement tenu parce que depuis que nous sommes arrivés avec le maire de la commune, Vincent Jeanbrun, à la mairie de l'Haye-les-Roses, depuis 2014, nous avons massivement investi dans la police municipale. C'est-à-dire, on est passé d'une police municipale qui faisait essentiellement de la SVP, c'est-à-dire sanctionner des automobilistes qui étaient mal garés ou qui n'avaient pas payé leur ticket, à une vraie police municipale dotée de plus de 19 agents et de la vidéoprotection. Ce qui était, encore une fois, pour des raisons idéologiques, pas un choix de la municipalité précédente. Et plus largement encore, j'ai envie de vous dire, c'est la gauche qui mène à l'insécurité. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les forces politiques, que vous soyez chez La République En Marche, chez les Républicains ou au RN, ou au Rassemblement National, toutes ces forces-là doivent mener un combat contre cette gauche idéologue, cette gauche qui ne veut pas de sécurité, cette gauche qui a, depuis qu'elle s'est mariée en 2022, a totalement divorcé avec La République. Je pense aujourd'hui que, pour revenir au sujet sur Nabila et Koé, je pense que Nabila devrait être entendue plus largement. Ça va peut-être vous surprendre, mais... Si on avait cru entendre ça un jour. Mais pourquoi pas? Si aujourd'hui les politiques n'arrivent plus à avoir l'écho souhaité, si à travers les beaux discours, on n'arrive pas à faire passer un message, pourquoi pas mettre Nabila en avant, qui, en une vidéo, a fait le tour de Twitter et, à mon avis, a largement dépassé la twittosphère, en faisant passer un message, en disant que elle s'est installée à Dubaï et qu'à Dubaï, il y a plus de sécurité qu'en France. Et elle envoie un message aux Français, elle envoie un message au gouvernement. Elle a été reprise de partout, Koé en a parlé. Mais quelle est la cohérence d'aller jusqu'au bout de sa démarche et de dire qu'en France, il y a de l'insécurité? Bah oui. Et c'est là où c'est intéressant, on peut se dire, mais le Parti républicain, ou ce qu'il était avant, c'est vrai, a été au pouvoir. En l'occurrence, vous êtes plutôt jeune, mais vos prédécesseurs, on va dire, ont déjà eu les manettes, et pour autant, ils n'ont pas réglé la situation. Qu'est-ce qui a bloqué et qui pourrait ne plus bloquer demain? Qu'est-ce qui pourrait changer? La volonté politique. La volonté politique, et je vous dis, c'est une autre génération et c'est une autre période. En 2007, je ne suis pas sûr qu'il y ait les mêmes violences, qu'il y ait la même insécurité qu'aujourd'hui. L'insécurité augmente. Les mesures prises par les élus, les Républicains, là où ils sont au pouvoir, parce qu'encore une fois, les Républicains ne sont plus au pouvoir depuis
10 ans, 10 ans, allez, 11 ans. 11 ans et bientôt 15, donc à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Et sans prêcher pour la paroisse Les Républicains, il faut que ce soit un combat collectif. C'est-à-dire que, dans le fond, les combats partisans, j'y souscris très peu. L'intérêt, à la fin de la fin, c'est l'intérêt de la France. Très bien. Ensuite, une petite question un peu sensible, comme d'habitude. De nombreux jeunes cadres des LR démissionnent en ce moment, vous l'avez vu. Est-ce que vous ferez partie de cette vague ou vous pensez bientôt prendre du galon ? Non, je ne compte pas démissionner du Parti Les Républicains. Et d'ailleurs, il faudrait questionner où est-ce que vont ces jeunes républicains. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils quittent le parti parce qu'ils ont été profondément déçus par le parti, ou est-ce qu'ils quittent le parti pour se vendre pour un plat de lentilles ailleurs ? Qu'est-ce qui se passe plutôt alors ? J'ai eu des échos un peu des deux. Certains ont été déçus par le parti, il faut le dire, et d'autres personnes sont allées sur des partis un peu plus à droite. Et vous, alors personnellement, vous visez de vous faire réélire dans la municipalité. Qu'est-ce que vous voulez faire aux Républicains ? Moi, j'ai envie de faire passer des messages. Vous savez, Porte-parole peut-être alors un jour. Pourquoi pas. Honnêtement, merci de m'avoir en tout cas tendu un micro parce que j'ai envie de faire passer des messages. Je pense qu'aujourd'hui, le Parti des Républicains, sans être parfait, encore une fois, je prêche pas à 100% pour ça. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, sinon on crée notre propre parti. Si on veut un parti 100% accordé à nos idées. Mais je pense honnêtement qu'aujourd'hui, c'est le parti du bon sens. Et aujourd'hui, on peut regretter le fait que le bon sens, il ait été perdu ou qu'on l'ait perdu de vue depuis quelques années. Donc moi, si vous voulez, j'ai envie de faire passer des messages de bon sens quand on parle de sécurité ou d'insécurité. Derrière ça, il y a des gens qui se sentent en insécurité. C'est pas mon cas, c'est pas le cas de la Île Rose. Je sais pas si c'est le vôtre. Non, moi ça va. Mais derrière, ça dépend. Je vais parfois en reportage dans des zones, on va dire... de reconquête républicaine. Voilà, on peut les appeler comme ça. J'ai regardé certains de vos reportages et effectivement, quand on parle de zone de reconquête républicaine, ça veut dire que c'est un terme technocratique pour dire que c'est des zones perdues. Mais perdues de qui ? De la République ou de la France ? De la République. Mais aussi un peu de la France. C'est vrai que la République, on va dire la France est aujourd'hui une République, mais c'est surtout la France qui est perdue peut-être dans ces territoires-là, non ? Moi, j'y crois pas, mais encore une fois, c'est pour revenir au tout début de ce qu'on se disait dans l'émission. Si on parle de quartiers à prédominance de Français issus de l'immigration, moi, je suis contre les Français de seconde zone. Donc, si ces personnes-là ont la nationalité française, on doit les respecter à part entière. Et en revanche, elles doivent faire le pas vers nous. Elles doivent faire le pas vers la France, comme moi je l'ai fait, comme plein de personnes l'ont fait autour de moi. Il n'y a pas que des personnes qui sont dangereuses, il n'y a pas que des personnes qui mettent la France en danger. C'est faux, c'est absolument faux. Mais en revanche, il y a évidemment une minorité de personnes qui n'aiment pas la France, qui n'est pas là pour les bonnes raisons. Et sans prendre un exemple, l'exemple de la citation de Nicolas Sarkozy, j'ai souscrit quand même un tout petit peu, mais quelque part, la France, soit on l'aime, soit on la quitte. Ouais. Très bien, et ma dernière petite question que je pose à tous les invités qui viennent ici, est-ce que vous pouvez me donner une personnalité, ça peut être politique ou non, qui est plutôt éloignée de vos idées, que vous appréciez, que ce soit pour la personne qu'il est, son travail, son talent ? Oui, j'ai tout de suite quelqu'un qui me vient en tête parce que cette personne-là est à l'opposé de mes idées d'un point de vue partisan. Mais en revanche, je souscris à plusieurs de ses discours à l'Assemblée nationale. Cette personne-là n'est autre que François Ruffin. Je trouve que c'est une personne qui travaille beaucoup. J'apprécie les personnes qui travaillent, j'apprécie les personnes qui prennent du temps à rédiger des discours de 10 minutes devant une assemblée. Il a évoqué plusieurs sujets qui m'ont particulièrement parlé. Et en l'occurrence, il y a un de ses discours qui a été excellent. C'était celui sur les femmes de ménage à l'Assemblée nationale, où il plaidait pour des femmes de ménage qui étaient payées en dessous du seuil de pauvreté, qui travaillaient en horaire décalé dans la même assemblée.
que nos élus, nos députés, qui touchent donc 10 fois plus que ces personnes-là. Et mine de rien, c'est un discours très entendable. Il a une manière très à lui d'amener les choses. Et évidemment, on enlève tout ce qui est capitalisme, wokisme, etc. Anticapitalisme, wokisme, etc. Mais son discours est parlant et arrive à dépasser le mur du son. Il arrive à dépasser les clivages et peut-être qu'il incarne d'une certaine manière un côté peut-être social et populaire que vous voulez réinsuffler aux Républicains. Oui, et encore une fois, moi je ne partageais pas, on parlait tout à l'heure d'Aurélien Pradier, je ne partageais en rien ses combats avant qu'il soit candidat à la présidence des Républicains, mais depuis, il incarne quand même une partie de la droite qui a envie de reparler au peuple au sens très large, qui a envie de parler à tous les Français, aux Français qui travaillent. Et aujourd'hui, il faut parler aux Français qui travaillent. C'est-à-dire que notre principal, je pense que notre cœur d'électorat se trouve chez eux, parce que c'est ceux qui sont dans la réalité, c'est ceux qui sont dans le bon sens. Et in fine, c'est ceux qui demain voteront pour les Républicains. Très bien, merci beaucoup Christophe Scaf d'avoir été aujourd'hui avec moi. Merci à tous de nous avoir écoutés et moi je vous dis à la semaine prochaine.